Farce pour sorcier facétieux Harry, coude au corps, tournoyait toujours plus vite. Des cheminées défilaient devant lui, dans une succession d'images floues qui finirent par lui donner mal au cœur et l'obligèrent à fermer les yeux. Lorsque, enfin, il se sentit ralentir, il tendit les mains devant lui juste à temps pour éviter de s'écraser face contre terre dans la cheminée de la cuisine des Weasley. Alors, il en a mangé, demanda Fred d'un ton surexcité en tendant une main à Harry pour l'aider à se relever. Oui, dit Harry. Qu'est-ce que c'était? Des pralines longue langue, répondit Fred d'un air satisfait. C'est George et moi qui les avons inventées. On a cherché quelqu'un tout l'été pour les essayer. Un grand rire explosa dans la minuscule cuisine. Harry regarda autour de lui et vit George et Ron assis à la table de bois en compagnie de deux autres personnes aux cheveux roux que Harry n'avait encore jamais vus mais qu'il n'eut aucun mal à identifier. C'étaient Bill et Charlie, les deux frères aînés de la famille Weasley. Comment ça va, Harry? Dit l'un d'eux avec un grand sourire. Il lui tendit une main que Harry serra en sentant des cales et des ampoules sous ses doigts. Ce devait être Charlie, qui s'occupait de dragons, en Roumanie. Charlie était bâti comme les jumeaux, plus petit et plus râblé que Percy et Ron qui étaient tous deux grands et efflanqués. Il avait un visage bienveillant aux traits burinés, et tellement constellé de taches de rousseur qu'il en paraissait presque bronzé. Sur l'un de ses bras musculeux, on remarquait une grosse cicatrice brillante, visiblement due à une brûlure. Bill se leva en souriant et serra à son tour la main de Harry qui fut assez surpris en le voyant de près. Harry savait que Bill travaillait pour Gringotts, la banque des sorciers, et qu'il avait été préfet en chef à Poudlard. Aussi se l'était-il toujours imaginé comme Percy en plus âgé, pointilleux sur le règlement et résolu à imposer son autorité aux autres. Mais Bill lui apparut sous un jour très différent. S'il avait dû choisir un mot pour le définir, il aurait cédé à la mode en le qualifiant de cool. Il était grand, avec une longue chevelure nouée en catogan, et il portait à l'oreille un anneau auquel était attaché ce qui semblait être un crochet de serpent. Ses vêtements n'auraient pas eu l'air déplacés dans un concert de rock, sauf que ses bottes, comme Harry le remarqua tout de suite, n'étaient pas en cuir mais en peau de dragon. Avant qu'ils aient eu le temps de se dire quoi que ce soit, une légère détonation retentit et Mr. Weasley surgit de nulle part derrière l'épaule de George. Harry ne l'avait jamais vu aussi furieux. Ce n'était pas drôle du tout, Fred, s'écria-t-il. Qu'est-ce que tu as donné à ce pauvre petit moldu? Je ne lui ai rien donné du tout, répondit Fred avec un sourire malicieux. J'ai simplement laissé tomber quelque chose. C'est sa faute s'il l'a mangé, je ne lui ai jamais dit de le faire. Tu l'as laissé tomber exprès. Rugit Mr. Weasley. Tu savais qu'il allait manger ça, tu savais qu'il était au régime. Elle est devenue grande comment, sa langue? Demanda George, avide de savoir. Elle avait dépassé 1 mètre au moment où ses parents ont enfin accepté que j'intervienne. Harry et les Weasley éclatèrent à nouveau de rire. Ce n'est pas drôle, s'écria Mr. Weasley. Ce genre de comportement compromet gravement les relations entre moldus et sorciers. Je passe la moitié de mon temps à essayer de lutter contre les mauvais traitements infligés aux moldus et mes propres fils. Ce n'est pas parce que c'est un moldu qu'on a fait ça. Protesta Fred d'un ton indigné. Non, on l'a fait parce que c'est une grosse brute stupide, dit George. N'est-ce pas, Harry? Oui, c'est vrai, Mr. Weasley, approuva Harry d'un air sérieux. Ce n'est pas la question. S'emporta Mr. Weasley. Attendez un peu que j'en parle à votre mère. Me parler de quoi? Dit une voix derrière eux. Mrs. Weasley venait d'entrer dans la cuisine. C'était une petite femme dodue au visage aimable, même si, pour l'instant, elle fronçait les sourcils d'un air soupçonneux. Oh, bonjour, Harry, mon chéri, dit-elle avec un grand sourire dès qu'elle le vit. Puis elle tourna à nouveau les yeux vers son mari. Alors, de quoi voulais-tu me parler, Arthur? Insista-t-elle. Mr. Weasley hésita. Harry se rendait compte que, en dépit de sa colère, il n'avait jamais eu véritablement l'intention de raconter à Mrs. Weasley ce qui s'était passé. Il y eut un silence pendant lequel Mr. Weasley regarda son épouse d'un air embarrassé. 2 jeunes filles apparurent alors à accent circonflexe la porte de la cuisine derrière Mrs. Weasley. L'une, les cheveux bruns en broussailles et les dents de devant plutôt proéminentes, était une amie de Harry et de Ron et s'appelait Hermione Granger. L'autre, plus petite, avait des cheveux roux. C'était Ginny, la jeune sœur de Ron. Toutes deux adressèrent un sourire à Harry et, lorsque celui-ci leur sourit à son tour, Ginny devint écarlate. Elle était toujours sous le charme de Harry, depuis son premier séjour au terrier. De quoi voulais-tu me parler, Arthur? Répéta Mrs. Weasley d'un ton qui ne présageait rien de bon. Ce n'est rien, Molly, marmonna Mr. Weasley. Fred et George ont simplement. Mais je me suis déjà expliqué et avec eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait, cette fois-ci? Demanda Mr. Weasley. Si ça concerne les farces pour sorciers facétieux. Tu devrais montrer à Harry où il va dormir, Ron, dit Hermione qui était restée sur le seuil de la porte. Il sait déjà où il va dormir, répondit Ron. Dans ma chambre,
c'est là qu'il a dormi la dernière. On ferait peut-être bien d'y aller tous ensemble, proposa judicieusement Hermione. D'accord, dit Ron, comprenant où elle voulait en venir. Allons-y, on va y aller aussi, dit George. Tu restes où tu es, y ordonna Mrs. Weasley avec colère. Harry et Ron sortirent discrètement de la cuisine puis, en compagnie de Ginny et d'Hermione, ils suivirent l'étroit couloir et montèrent l'escalier branlant qui s'élevait en zigzag dans les étages. Qu'est-ce que c'est, les farces pour sorciers facétieux? Demanda Harry tandis qu'il grimpait les marches. Ron et Ginny éclatèrent de rire, mais pas Hermione. En rangeant la chambre de Fred et George, maman a trouvé une pile de bons de commande au nom de Weasley, farce pour sorciers facétieux, expliqua Ron à voix basse. Il y avait toute une liste de prix pour des trucs qu'ils ont inventés, genre fausses baguettes magiques, bonbons farceurs, et des tas d'autres choses pour faire des blagues. C'était fantastique, je ne savais pas qu'ils avaient inventé tout ça. Ça fait des années qu'on entend des explosions dans leur chambre, mais on n'avait jamais pensé qu'ils fabriquaient vraiment quelque chose, dit Ginny. On croyait qu'ils aimaient simplement faire du bruit. L'ennui, c'est que la plupart de ces machins là tout, en fait, étaient un peu dangereux, poursuivit Ron. Ils avaient l'intention de vendre ça à Poudlard pour se faire un peu d'argent et maman était folle de rage. Elle leur a interdit de continuer et elle a brûlé tous les bons de commande. De toute façon, elle est furieuse contre eux. Ils n'ont pas eu autant de buses qu'elle aurait voulu. Les buses étaient les brevets universels de sorcellerie élémentaire, des examens que les élèves de Poudlard devaient passer à l'âge de 15 ans. Ensuite, il y a eu une grande dispute, dit Ginny, parce que maman voulait que, après l'école, ils entrent au ministère de la magie, comme papa, mais ils lui ont répondu qu'ils avaient plutôt envie d'ouvrir une boutique de farces et attrapes. À cet instant, une porte s'ouvrit au 2e étage et une tête avec des lunettes d'écaille et un air exaspéré apparut dans l'entrebâillement. Salut, Percy, dit Harry. Oh, bonjour, Harry, répondit Percy. Je me demandais qui faisait tout ce bruit. J'essaye de travailler, moi, figurez-vous. J'ai un rapport à finir et il n'est pas très facile de se concentrer quand il y a des gens qui s'amusent à sauter dans l'escalier. On ne saute pas, répliqua Ron avec mauvaise humeur, on montre les marches. Désolé d'avoir perturbé les travaux top secrets du ministère de la magie. Sur quoi tu travailles? Demanda Harry. Sur un rapport pour le département de la coopération magique internationale, répondit Percy d'un air important. Nous essayons d'établir des normes standards pour l'épaisseur des fonds de chaudron. Certains matériels d'importation sont un trop fin. On a enregistré un taux d'augmentation de 3% des fuites en un an. Voilà un rapport qui va changer la face du monde, c'est sûr, dit Ron. À mon avis, les fuites dans les chaudrons, ça devrait faire la une de la Gazette du Sorcier. Le teint de Percy rosit légèrement. Tu peux toujours te moquer, Ron, dit-il d'un ton enflammé, mais si on n'impose pas un règlement international, le marché sera bientôt inondé de produits dont le fond sera trop mince, donc fragile, ce qui représentera un sérieux danger pour. Ouais, d'accord, dit Ron qui continua à monter les marches tandis que Percy claquait la porte de sa chambre. Un instant plus tard, des cris retentirent dans la cuisine. Apparemment, Mr. Weasley avait parlé des pralines à Mr. Weasley. La chambre du dernier étage où Ron dormait n'avait pas beaucoup changé depuis le dernier séjour de Harry. Les mêmes affiches représentaient les joueurs de l'équipe préférée de Ron, les canons de choux de lait, qui virevoltaient sur leurs balais en faisant de grands signes de la main. Harry retrouva le plafond incliné qui épousait la forme du toit et l'aquarium posé sur le rebord de la fenêtre. Les têtards qu'il contenait avaient disparu, remplacés par une énorme grenouille. Le vieux rat de Ron, Croutard, n'était plus là, mais Harry vit le minuscule hibou gris qui lui avait apporté la lettre de Ron à Private Drive. Il sautillait comme un fou dans sa cage et poussait de petits cris surexcités. « Tais-toi, coq !» dit Ron en se faufilant entre deux des 4 lits qu'on avait réussi à caser dans la pièce. « Fred et George vont dormir avec nous parce que Bill et Charlie occupent leur chambre, dit-il à Harry. Percy tient à garder la sienne pour lui tout seul à cause de son travail. Pourquoi appelles-tu ton hibou coq? Demanda Harry. Parce qu'il est bête, dit Ginny. Son vrai nom, c'est Coxigru. Oui, et ça, c'est un nom pas bête du tout, puisque c'est Ginny qui l'a trouvé, répliqua Ron d'un ton sarcastique. Elle pense que c'est très mignon. J'ai essayé de le changer mais c'était trop tard, il refuse de répondre à un autre nom. Alors, maintenant, c'est Coq. Je suis obligé de le garder ici, sinon, il embête Errol et Hermès. Moi aussi, il m'embête, d'ailleurs. Coxigru volta joyeusement dans sa cage en lançant des ululements suraigus. Harry connaissait trop bien Ron pour prendre au sérieux ce qu'il venait de lui dire. Les années précédentes, Ron n'arrêtait pas de se plaindre de Croutard, son vieux rat, mais il avait été bouleversé lorsqu'il avait cru que Patenron, le chat d'Hermione, l'avait dévoré. Où est Patenron?
demanda Harry à Hermione. Dans le jardin, j'imagine, répondit-elle. Il aime bien poursuivre les gnomes, il n'en avait jamais vu avant. Alors, ça lui plaît le travail, à Percy, dit Harry. Il s'assit sur un des lits et regarda les canons de Choudel filer sur leur balai d'un bord à l'autre des affiches. Ça lui plaît. Tu plaisantes? Répondit Ron d'un air sombre. Si papa ne l'y obligeait pas, il ne rentrerait plus à la maison. Le travail, c'est une obsession, chez lui. Surtout, ne lui parle pas de son patron, sinon, tu n'en auras jamais fini. D'après ce que dit Mr. Croupton. Comme je le faisais remarquer à Mr. Croupton. Mr. Croupton pense que, Mr. Croupton m'a raconté, si ça continue comme ça, bientôt, ils annonceront leur fiançailles. Tu as passé de bonnes vacances, Harry? Demanda Hermione. Tu as reçu les colis de nourriture? Oui, merci beaucoup. Ces gâteaux m'ont sauvé la vie. Et est-ce que tu as eu des nouvelles de, commença Ron, mais un regard d'Hermione le fit taire. Harry savait qu'il s'apprêtait à lui demander des nouvelles de Sirius. Ron et Hermione avaient joué un rôle si important en aidant son parrain à échapper aux griffes du ministère de la magie qu'il s'inquiétait de son sort presque autant que Harry lui-même. Mais il n'aurait pas été très judicieux de par LER de lui devant Ginny. Car, à part eux et le professeur Dumbledore, personne ne savait comment Sirius avait réussi s'enfuir et personne ne croyait à son innocence. À en juger par le regard intrigué qu'elle lança à Ron et à Harry, Ginny avait compris qu'on lui cachait quelque chose. Je crois qu'ils ont cessé de se disputer, dit Hermione pour essayer de dissiper ce moment de gêne. Si nous allions aider ta mère à préparer le dîner. Ouais, d'accord, dit Ron. Ils redescendirent tous les quatre et retrouvèrent Mrs. Weasley, seule dans la cuisine, l'air de très mauvaise humeur. On va dîner dans le jardin, dit-elle en les voyant entrer. Il n'y a pas assez de place pour 11 personnes, ici. Pourriez-vous emporter les assiettes dehors, les filles? Bill et Charlie sont en train d'installer les tables. Vous vous occuperez des couverts, tous les deux, ajouta-t-elle à l'adresse de Ron et de Harry. Avec une vigueur excessive, elle pointa sa baguette magique vers l'évier et les pommes de terre qui s'y entassaient jaillirent hors de leur peau une telle vitesse qu'elles ricochèrent sur les murs et le plafond. Allons, allons, du calme, lança-t-elle d'un ton sec. Elle dirigea alors sa baguette vers une petite pelle qui se décrocha toute seule du mur et racla le sol en ramassant les pommes de terre dédispersées. À ces deux-là explosa-t-elle d'un ton féroce en prenant des marmites et des casseroles dans un placard. Harry comprit tout de suite qu'elle voulait parler de Fred et de George. Je ne sais vraiment pas ce qu'ils vont devenir, vraiment pas. Aucune ambition, à part celle de faire le plus de bêtises possible. Elle posa brutalement une grande casserole de cuivre sur la table de la cuisine et fit tourner plusieurs fois sa baguette magique à l'intérieur. Une sauce onctueuse jaillit alors de la baguette tandis qu'elle décrivait des cercles pour la remuer. Ce n'est pas un manque d'intelligence, poursuivit Mrs. Weasley d'un ton irrité en posant la casserole sur la cuisinière qu'elle alluma d'un autre coup de sa baguette magique. Mais il la gaspille bêtement et, s'ils ne se calment pas un peu, ils auront bientôt de gros ennuis. J'ai reçu plus de hiboux de Poudlard à leur sujet que pour tous les autres réunis. S'ils continuent comme ça, ils finiront devant le service des usages abusifs de la magie. Mrs. Weasley donna un coup de baguette sur le tiroir qui contenait les couverts. Le tiroir s'ouvrit brusquement et Harry et Ron firent un bond en arrière, évitant de justesse les couteaux qui en jaillirent pour aller couper en rondelles les pommes de terre que la pelle avait rapportées dans l'évier. Nous avons dû commettre des erreurs avec eux, mais j'ignore lesquelles, continua Mrs. Weasley qui posa sa baguette pour aller prendre d'autres casseroles dans le placard. Depuis des années, ils accumulent les bêtises et ils n'écoutent jamais ce qu'on leur dit. Oh non, ça suffit. La baguette qu'elle venait de reprendre avait émis un couinement sonore et s'était transformée en un énorme souris en caoutchouc. Encore une de leurs fausses baguettes, s'écria-t-elle. Combien de fois leur ai-je répété de ne pas les laisser traîner n'importe où? Elle reprit sa véritable baguette et se tourna vers la casserole de sauce qui était en train de fumer. Viens, dit Ron à Harry, en prenant une poignée de couverts dans le tiroir, on va aider Bill et Charlie. Ils laissèrent Mrs. Weasley et sortirent de la maison par la porte de derrière. Ils avaient à peine fait quelques pas que le chat orange d'Hermione, patant rond, ainsi nommé en raison de ses pattes arquées, surgit devant eux, dressant sa queue touffue. L'animal poursuivait quelque chose qui ressemblait à une pomme de terre boueuse dotée de pattes. Harry reconnut aussitôt un gnome de jardin. Il était haut d'une vingtaine de centimètres et ses petits pieds fourchus martelaient le sol à toute vitesse tandis qu'il filait se cacher la tête la première dans une des grosses bottes qui traînaient près de la porte de derrière. Harry entendit le gnome éclater de rire lorsque Patenron plongea une patte dans la botte pour essayer de l'attraper. Pendant ce temps, un grand fracas s'élevait de l'autre côté de la maison. La source du vacarme leur apparut lorsqu'ils pénétrèrent dans le jardin. Bill et Charlie, leurs baguettes à la main, faisaient voler à bonne hauteur au-dessus de la pelouse deux vieilles tables délabrées qu'ils projetaient l'une contre l'autre dans des chocs furieux,
essayant d'envoyer à terre celle de l'adversaire. Fred et George applaudissaient à tout rompre, Ginny riait aux éclats et Hermione, qui contemplait le spectacle debout près de la haie, semblait partagée entre l'amusement et l'appréhension. La table de Bill heurta celle de Charlie avec un grand bruit et brisa un de ses pieds. Ils entendirent alors une fenêtre s'ouvrir au-dessus d'eux et virent la tête de Percy apparaître au deuxième étage. Vous voudriez bien vous calmer un peu, cria-t-il. Désolé, Percy, dit Bill avec un sourire. Comment vont les fonds de chaudron? Très mal, répliqua Percy avec mauvaise humeur avant de refermer la fenêtre d'un coup sec. Pouffant de rire, Bill et Charlie ramenèrent en douceur les tables sur la pelouse et les disposèrent dans le prolongement l'une de l'autre. D'un coup de baguette magique, Bill répara le pied cassé et fit apparaître des nappes venues de nulle part. Aux alentours de 7 heures, les deux tables ployaient sous les quantités de plats succulents qu'avaient préparés Mrs. Weasley, et les 9 Weasley, ainsi que Harry et Hermione, s'installèrent pour dîner sous un ciel bleu dépourvu du moindre nuage. Pour quelqu'un qui s'était nourri tout l'été de gâteaux de moins en moins frais, c'était le paradis. Au début, Harry écouta la conversation plus qu'il n'y participa, trop occupé à se resservir de pâté en croûte, de pommes de terre et de salade. À l'autre bout de la table, Percy exposait en détail à son père le contenu de son rapport sur l'épaisseur des fonds de chaudron. J'ai dit à Hammer Croupton qu'il serait prêt mardi prochain, expliquait Percy d'un ton suffisant. Il ne l'attendait pas si tôt, mais j'aime faire les choses le mieux possible. Je pense qu'il me sera reconnaissant d'avoir terminé dans des délais aussi brefs. Nous avons énormément de travail, dans notre service, à cause de la préparation de la Coupe du Monde. Malheureusement, nous n'avons pas tout le soutien que nous aurions pu espérer de la part du département des jeux et sports magiques. Ludo Verpet. J'aime bien Ludo, dit Mr. Weasley d'une voix douce. C'est lui qui nous a obtenu premier billet pour la coupe. Je lui ai rendu petit service, son frère Otto a eu quelques ennuis, une histoire de tondeuse à gazon dotée de pouvoirs surnaturels, je me suis arrangé pour qu'il n'y ait pas de suite. Oh, Verpet est sympathique, bien sûr, dit Percy d'un ton dédaigneux, mais de là à devenir directeur d'un département. Quand je le compare à Mr. Croupton, je n'imagine pas Mr. Croupton constatant la disparition d'un membre de notre service sans se soucier de savoir ce qu'il est devenu. Est-ce que tu te rends compte que Bertha Jorkins est absente depuis un mois, maintenant? Elle est allée en vacances en Albanie et elle n'est jamais revenue. Oui, j'ai posé la question à Ludo, répondit Mr. Weasley en fronçant les sourcils. Il dit que Bertha se perd très souvent, mais je dois reconnaître que, s'il s'agissait de quelqu'un travaillant dans mon département, je me ferais du souci. Oh, Bertha est incorrigible, c'est vrai, dit Percy. On m'a dit qu'elle a été mutée de service en service pendant des années, qu'elle apporte beaucoup plus d'ennuis que d'avantages, mais quand même, Verpet devrait essayer de la retrouver. Mr. Croupton s'est personnellement intéressé à l'affaire, elle a travaillé dans notre département pendant un certain temps et je crois qu'il l'aimait beaucoup, mais chaque fois qu'il lui en parle, Verpet éclate de rire en disant qu'elle n'a sans doute pas su lire la carte et qu'elle a dû se retrouver en Australie plutôt qu'en Albanie. Enfin, quand même, Percy poussa un soupir impressionnant et but une longue gorgée de vin de sureau. Nous avons suffisamment de pain sur la planche au département de la coopération magique internationale pour ne pas nous occuper en plus de retrouver les membres des autres services. Comme tu le sais, nous avons un autre grand événement à organiser, juste après la Coupe du Monde. Il s'éclaircit la gorge d'un air important et tourna son regard vers l'autre extrémité de la table où Harry, Ron et Hermione étaient assis. Tu sais de quoi je veux parler, père? Il éleva légèrement la voix pour ajouter, celui qui est top secret. Ron leva les yeux au ciel et marmonna quelque chose à l'adresse de Harry et d'Hermione. Depuis qu'il a commencé à travailler, il fait tout pour qu'on lui demande quel est ce grand événement si secret. Sans doute une exposition de chaudron à fond épais. Au milieu de la table, Mrs. Weasley se disputait avec Bill au sujet de l'anneau qu'il portait à l'oreille, depuis une date récente, semblait-il. Avec cette horrible dent de serpent que tu y as accrochée, vraiment, Bill, est-ce que tu te rends compte? Qu'est-ce qu'ils en disent, à la banque? Maman, à la banque? Tout le monde se fiche de la façon dont je m'habille du moment que je leur rapporte de l'argent, répondit Bill avec patience. Et tes cheveux deviennent impossibles, ajouta Mrs. Weasley, en caressant tendrement sa baguette magique. J'aimerais bien les rafraîchir un peu. Moi, je les aime bien comme ça, intervint Ginny, assise à côté de Bill. Tu es tellement vieux jeu, maman. De toute façon, ils ne seront jamais aussi longs que ceux du professeur Dumbledore. À côté de Mrs. Weasley, Fred, George et Charlie parlaient avec animation de la Coupe du Monde. C'est l'Irlande qui va gagner, dit Charlie d'une voix pâteuse. La bouche pleine de pommes de terre. Ils ont écrasé le Pérou en demi-finale. Oui, mais chez les Bulgares, il y a Victor Krum, fit remarquer Fred. Crurn est le seul bon joueur de son équipe, l'Irlande, elle, en a 7.
répondit Charlie d'un ton sans réplique. J'aurais bien aimé que l'Angleterre arrive en finale. Il n'y a pas de quoi être fier, on peut le dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Demanda vivement Harry, qui regrettait plus que jamais d'avoir été éloigné du monde des sorciers pendant qu'il était coincé à Private Drive. Harry était passionné de Quidditch. Il avait joué comme attrapeur dans l'équipe de Quidditch de la maison Gryffondor dès sa première année à Poudlard et possédait un éclair de feu, l'un des meilleurs balais de course du monde. Elle s'est fait battre 390-10 par la Transylvanie, répondit Charlie d'un air sombre. Vraiment lamentable. Le pays de Galles a perdu contre l'Ouganda et l'Écosse a été écrasée par le Luxembourg. D'un coup de baguette magique, Mr. Weasley fit apparaître des chandelles pour éclairer le jardin assombri par le crépuscule. Puis le dessert fut servi, glace à la fraise maison et, lorsqu'ils eurent fini de dîner, des papillons de nuit se mirent à voleter au-dessus de la table tandis que l'air tiède se parfumait d'une odeur d'herbe et de chèvrefeuille. Harry avait le ventre bien plein et se sentait en paix avec le monde en regardant les gnomes pris de fou rire se précipiter dans les massifs de roses, patant rond à leurs trousses. Ron jeta un coup d'œil le long de la table pour s'assurer que le reste de la famille était occupé à parler de choses et d'autres, puis il se tourna vers Harry et lui dit à VVOI très basse, « Alors ? Tu as eu des nouvelles de Sirius, ces temps-ci ?» Hermione se pencha pour écouter attentivement. « Oui, » murmura Harry. « 2 lettres. Il a l'air d'aller bien. Je lui ai écrit avant-hier. Il me répondra peut-être pendant que je serai encore ici. » Il se rappela soudain la raison pour laquelle il avait écrit à Sirius et, pendant un instant, il fut sur le point de parler à Ron et à Hermione de sa cicatrice et du rêve qu'il avait réveillé en sursaut, mais il ne voulut pas les inquiéter en un moment pareil, alors que lui-même se sentait si heureux et si paisible. « Vous avez vu l'heure qu'il est ?» dit soudain Mrs. Weasley en regardant sa montre. « Vous devriez tous être au lit, il faudra se lever à l'aube pour aller à la Coupe du Monde. Harry, si tu me donnes ta liste, je pourrai acheter ton matériel scolaire demain, sur le chemin de traverse. Je vais chercher les affaires de tout le monde. Vous n'aurez peut-être pas le temps d'y aller vous-même, après la coupe. La dernière fois, le match a duré 5 jours. Waouh! J'espère que ce sera la même chose cette année. » s'exclama Harry avec enthousiasme. « Pas moi ?» dit Percy d'un ton sentencieux. « Je n'ose pas imaginer tout le travail qui m'attendrait au bureau si je devais m'absenter 5 jours. Oui, peut-être que tu trouverais encore de la bouse de dragon sur tes dossiers, hein, Perce ?» lança Fred. Il s'agissait d'un échantillon d'engrais en provenance de Norvège, répliqua Percy dont le teint était devenu écarlate. Ce n'était pas moi qui étais visé. Aussi, murmura Fred à accent circonflexe Harry, alors qu'il se levait de table. C'est nous qui l'avions envoyé.